Inondations et dégâts matériels dans le district d'Abidjan. Les populations sinistrées sont logées de manière provisoire dans des établissements publics. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, fin du processus d'enrôlement des électeurs. Les retardataires demandent une prolongation. Bienvenue, bonsoir à tous. Elles sont hébergées de façon provisoire dans des écoles primaires publiques du district d'Abidjan. Les populations sinistrées de l'inondation survenue récemment reçoivent quotidiennement des vivres et non-vivres de la part de plusieurs donateurs. Le point avec Herman Yamia. Chaîne de solidarité pour des sans-abri. Depuis qu'ils ont été chassés de leur maison par les eaux de pluie, c'est dans cette école primaire que ces dizaines de personnes ont été relogées. Autour d'eux, la mobilisation s'est faite spontanément. Le lendemain des fortes pluies, nous avons lancé un appel sur Facebook avec des amis pour venir en aide à tous nos parents, tous les habitants des zones sinistrées. Et depuis nous avons lancé cet appel, on a vu que des partenaires, des amis se sont mobilisés. Voilà pourquoi aujourd'hui vous nous voyez sur ce site. Quand ils arrivent ici, on les fait enregistrer. Papa, maman, nombre d'enfants, on essaie de les faire enregistrer. Nous avons monté une carte pour les identifier, parce qu'il faut qu'ils soient identifiés. Ils sont à plus de 500 personnes. Voilà, pour le moment que nous avons enregistré. Et il y a des personnes qui continuent de venir. De bonne volonté, mais pas que. Dans cette chaîne de solidarité autour des sinistrés, l'un des maillons est la municipalité de Cocody. La mairie envoyait des denrées alimentaires, la mairie envoyait des nattes, et la mairie ne s'arrêtera pas là, étant donné que ce n'est pas le seul site. Vivre, non-vivre, assistance permanente. Ici, tout est mis en œuvre pour remonter le moral de ces populations durement éprouvées par les pluies diluviennes. On nous donne à manger, on mange, on dort bien, on n'a pas de problème. Mais si dans cet établissement scolaire, les sinistrés ont trouvé du réconfort, le site n'est que provisoire. Dans les jours à venir, ces populations qui ont presque tout perdu seront priées de le libérer. Si on nous donne aujourd'hui sac de riz, c'est tout ce qu'on a besoin. Qu'on n'a qu'à partir chez nous. On ne sait pas où on partit. Parce qu'on n'a pas chez nous. Chez nous sont tombés, c'est cassé, tout est parti. On lance toujours l'appel aux donateurs. Parce que ce qui est là, on ne sait pas combien de temps les sinistrés vont faire ici, mais il y a la rentrée scolaire qui est là. Donc il est impérativement important que ceux qui entendent notre voix puissent vraiment faire un geste. Pour que ces personnes-là puissent avoir au moins un toit lorsqu'ils quittent ici. Pour combien de temps resteront-ils encore sans abri? On ne saurait le dire. Mais le plus sûr, c'est que la solidarité autour d'eux ne faiblit pas. Et les Ivoiriens continuent de démontrer leur sens du patriotisme, leur sens de solidarité. Le district d'Abidjan rudement frappé par des pluies diluviennes. Ces fortes précipitations, faut-il le préciser, réduisent la visibilité et augmentent les risques d'accidents de la circulation routière. Alors comment les automobilistes doivent-ils adapter leur conduite par temps de pluie? Suivons ensemble quelques conseils. En saison des pluies, les automobilistes sont confrontés à des difficultés pour conduire sur la chaussée. La visibilité et l'adhérence des pneus avec le bitume sont réduites, un véritable danger qui les expose à des risques d'accidents de circulation. La prudence et la limitation de vitesse sont des mesures recommandées pour éviter des cas d'accidents de circulation en saison pluvieuse selon certains usagers. Moi-même d'abord, je suis responsable. Et j'ai des enfants, j'ai une femme. Tous ceux que je les transporte, ce sont des responsables. De leur vie est dans la main de Dieu et puis moi. Le malheur, personne ne souhaite. Voilà, mais il y en a moins quand même, si tu vas doucement, je crois que c'est un peu bon. C'est mécanique, hein. À tout moment, le frein peut te lâcher. Moi, quand il pleut même là, il faut garer, il ne faut pas penser à la recette du camionneur parce que c'est très difficile. Si je dis depuis 9 heures, quand la pluie s'est arrêtée complètement. Donc, conseil un peu donné à mes frères chauffeurs. En cas de prudence, s'il pleut trop, allons garer, il ne faut pas en penser à l'argent comme ça, comme ça. C'est Dieu qui donne l'argent, ce n'est pas la force. J'ai toujours dit, lentement et sûrement vaut mieux que rapidement et jamais. Un bon transporteur, en cas de pluie même, ne laisse pas les véhicules sortir pour faire du transport. Parce que c'est déconseillé. De un, tu peux perdre le véhicule. Et de deux, encore, les passagers aussi ne sont pas en sécurité.
Pour les responsables de l'Office de sécurité routière de Côte d'Ivoire, le contrôle systématique de l'état mécanique des véhicules et des pneus doit être exigé avant tout voyage. Les sculptures dans les pneus servent à évacuer l'eau. Donc vous imaginez un peu si les pneus sont usés, voilà, les profondeurs de ces rainures-là sont réduites et vous n'arrivez pas à évacuer suffisamment d'eau. Et là, vous êtes soumis à l'aquaplanage, vous pouvez faire des sorties de route. Avant de sortir, il faut vérifier l'état des essuie-glaces. Il faut s'assurer que les feux, les phares, tout ça sont en bon état. Et parce que justement, la visibilité étant réduite, le conducteur ne perçoit pas bien les autres usagers. Et autant que ce conducteur ne perçoit pas bien les autres usagers, eux aussi n'arrivent pas à bien le percevoir. Donc il faut s'assurer de voir et d'être vu. Il faut éviter de faire des coups de frein violents. Il faut augmenter la distance de sécurité entre vous et les véhicules que vous suivez. La tendance en général, c'est d'aller acheter le pneu rechappé. Mais quand on rechappe un pneu, le problème qui peut se poser, c'est que s'il fait très chaud, si la bande de roulement, n'est-ce pas, n'a pas été bien posée, le pneu au bout d'un moment peut déchapper. Et si le pneu il déchappe, c'est-à-dire que la bande de roulement quitte le pneu, ça peut créer des incidents, voire des accidents, quoi. Surtout en temps de pluie. Il y a des pneus à tous les prix que d'aller sur des pneus, disons, rechappés et des pneus d'occasion qui ne tiendront pas longtemps. En Côte d'Ivoire, plus de 6000 cas d'accidents de circulation sont enregistrés chaque année. 90% des cas sont liés aux facteurs humains et au non-respect du code de la route. En cette période de pluie, la vitesse recommandée sur les routes bitumées est de 60 km/h. Une mesure pour préserver des vies humaines en évitant des accidents de circulation liés à l'excès de vitesse. Autre actualité nationale, dernier jour ce dimanche pour l'enrôlement sur la liste électorale ivoirienne. Plus de 10 000 bureaux ont été mis à la disposition des populations. Ces dernières demandent par ailleurs la prolongation de cette opération. Douane de Laser les a rencontrés. 24 juin 2018, dernier jour pour les nouveaux majeurs de se faire enrôler sur la liste électorale de la CEI, Commission électorale indépendante. Noufou Diarra-Souba et ses amis sont présents pour accomplir leur devoir civique. Ça fait quelques jours, l'enrôlement a commencé ici. Bon, Issa est mon collègue, c'est mon frère. Le venu s'enrôler aussi, c'est un nouveau majeur aussi. L'opération d'enrôlement des nouveaux majeurs a été lancée par la CEI il y a environ une semaine pour permettre aux jeunes en âge de voter de se faire enrôler pour les échéances électorales à venir. Selon les agents de la CEI présents dans ce centre d'enrôlement d'Akwedo municipalité, pas d'affluence à cause des examens et des intempéries dans la ville d'Abidjan. On a l'impression que la sensibilisation n'a pas été vraiment bien perçue par la population. Donc si vraiment on pourrait faire passer encore une autre information, voire soit à la radio, pour motiver plus de personnes. Nos problèmes aujourd'hui, il y a eu 2 jours de pluie, la population n'a pas pu se déplacer. Donc nous souhaitons le gouvernement et la CEI pour qu'on ajoute encore quelques jours là-dessus. Plus de 200 000 nouveaux majeurs devront se faire enrôler d'ici à 2020. C'est un événement historique pour les femmes saoudiennes. Elles sont désormais autorisées à conduire. L'Arabie saoudite a levé l'interdiction faite aux femmes de conduire un véhicule. On en parle avec Ami Koulibaly. L'interdiction faite aux femmes de conduire, en vigueur depuis des décennies en Arabie saoudite, a été levée aujourd'hui. Ce sont des conductrices émues qui ont commencé à circuler dans Riyad et l'ensemble du pays, évoquant un sentiment de liberté, même si de lourdes discriminations persistent. J'étais sûre que ce jour arriverait et il est arrivé vite. La volonté politique et le changement sont venus vite. L'interdit était unique au monde. La réforme est historique à l'échelle de ce royaume ultra-conservateur de 32 millions d'habitants. Pour beaucoup de femmes saoudiennes ou expatriées, cette mesure permettra de réduire leur dépendance à l'égard des chauffeurs privés ou des hommes de leur famille, entraînant du même coup des économies financières. La levée de l'interdiction devrait stimuler l'emploi des femmes et, selon une estimation, ajouter 90 milliards de dollars à l'économie d'ici à 2030. Pendant des décennies, les conservateurs se sont servis d'interprétations rigoristes de l'islam
pour justifier l'interdiction de conduire. Aujourd'hui, le comité des grands oulémas, la plus haute instance religieuse du pays, a réitéré son soutien à la conduite des femmes, assurant que cette décision était en conformité avec les préceptes islamiques. Je suis fier que le pays ait franchi cette étape. Annoncé en septembre 2017, ce changement inspiré par le prince héritier Mohamed Ben Salman fait partie d'un vaste plan de modernisation de l'Arabie saoudite. Comme d'habitude, nous recevons Boris Odilon pour parler du Mondial 2018. Bonsoir Boris. Bonsoir Juliette. Tout d'abord, savez-vous dire bonsoir en russe? Même pas. D'accord. Alors, nous avons pu suivre aujourd'hui de belles prestations, notamment Angleterre-Panama, Japon-Sénégal et Pologne-Colombie qui se déroulent en ce moment. Oui, Pologne-Colombie qui se déroule en ce moment. Et à la mi-temps de cette rencontre, le score était de 1-0 au profit de la Colombie. Dans la mi-journée, on a assisté au match Angleterre contre Panama, l'une des rencontres les plus prolifiques de ce tournoi. Le score était de 6-1 au profit de l'Angleterre. Et juste après, Japon-Sénégal, les deux équipes se sont séparées sur un score nul, 2 buts partout. Sénégal-Japon, vous l'avez dit, 2 buts partout. Aujourd'hui, des acteurs du football ivoirien portent un regard sur la performance des Lions de la Teranga. Oui, il faut le dire, les Lions de la Teranga que toute l'Afrique attendait ont finalement obtenu le point du nul, là où on pensait à une victoire, parce qu'il faut le dire, le Sénégal n'a jamais perdu face au Japon. Et nous avons eu l'occasion d'échanger avec Charles Dago, ex-footballeur international qui est aujourd'hui consultant sur RTI1. Il nous a livré son impression à chaud après le match Sénégal-Japon. On aurait souhaité que cette équipe du Sénégal là, passe rapidement cette étape-là, cette étape du Japon, mais malheureusement, bon, ils se sont fait accrocher. Moi, je pense que dans l'ensemble, l'équipe du Sénégal a livré une bonne partie, sauf que quand on veut voyager, il faut avoir, les grandes équipes doivent avoir en leur sein des grands gardiens. Voilà, pour gagner une coupe, il faut avoir des grands gardiens. Et je pense que malheureusement le Sénégal, qui jadis nous avait habitués à des grands gardiens, à l'instar de Silva Odi qui est sur le banc du côté de l'encadrement technique, le Sénégal n'a pas de gardien. Parce que celui-là, c'est vrai qu'il évolue au Royal de Guinée, mais là, sur cette bourde-là, franchement, je ne suis pas fier de sa prestation, parce que ses amis se sont battus tel qu'il fallait pour pouvoir engranger ces 3 points. Ben, sur sa bourde, sur la première déjà, un ballon qui est frappé au premier poteau, naturellement, le ballon sera au deuxième poteau, il plonge en retard, et sur le deuxième but, alors là, il se loupe complètement par 2 fois, et puis bon, il permet aux Japonais de venir dans la partie. Donc je pense que sur l'ensemble de la partie, oui, le Sénégal méritait de gagner. Mais il fallait aussi avoir un grand gardien pour pouvoir, obtenir ces 3 points. Ce qui a manqué au Sénégal. Des buts, de magnifiques buts, on en a vu depuis le début de la compétition à mi-parcours. Quels sont les meilleurs marqueurs? Il faut déjà préciser que nous sommes à 83 buts inscrits en 32 matchs. Voilà, dans chaque poule, il y a eu 4 matchs disputés, 4 x 8, ça fait 32. Et parmi ces 83 buts, il y a 3 buteurs qui sortent du lot. Il s'agit de Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, l'attaquant anglais, qui a 5 buts. Et il est suivi de Cristiano Ronaldo et de Romelu Lukaku, qui tous les deux ont 4 buts chacun. Et derrière ces 3 buteurs qui, pour l'instant, tirent tout le monde vers le haut, on a Denis Cherchev, le russe, qui a 3 buts, et Diego Costa, l'espagnol, qui lui aussi a 3 buts. L'attaquant belge Romelu Lukaku se plaignait de sa cheville droite pendant la rencontre face à la Tunisie. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Blessé au ligament de la cheville dès la 32e minute, Romelu Lukaku en fin de partie s'est entretenu avec la presse. Il a tenu à rassurer tout le monde. Il a affirmé que ce n'était rien de grave, qu'il allait reprendre la compétition. Mais ce n'est pas évident que son entraîneur Rodriguez l'aligne lors du prochain match contre l'Angleterre. La Belgique est déjà qualifiée et donc sûrement que Lukaku sera laissé au repos pour pouvoir permettre à Michui Batshuayi de disputer ce match contre l'Angleterre. Les tricolores français sont qualifiés pour les 8e de finale. Ils ont donné récemment une conférence de presse d'avant-match. Conférence de presse d'avant-match au cours de laquelle Paul Pogba et Corentin Tolisso se sont prononcés. Pogba a tenu à répondre aux journalistes qui, dans leur publication, ont plusieurs fois fustigé le comportement d'Antoine Griezmann, Grisou, qui, selon les journalistes, n'a pas la tête à ce mondial-là et qui pense déjà à son club, l'Atlético de Madrid. Il faut le préciser, il a prolongé son contrat jusqu'en 2023 et donc Pogba répond aux journalistes.
Non, vous avez faux. Grisou, il est très bien, toujours joyeux, toujours en forme, il se bat pour l'équipe. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué le dernier match que c'est pas le même Grisou. On peut lui dire parce qu'il a signé, il pense à son club, mais non. Comme je vous ai déjà dit avant la Coupe du Monde, ne touchez pas mon Grisou. Vous avez oublié l'Euro, ne touchez pas mon Grisou. Et la Coupe du Monde encore, c'est pas fini. On a encore des matchs. On est qualifié pour les 8e. Pensez à ça. Au boulot qu'il fait, on a fait un boulot défensif intense. Vous avez vu contre le Pérou, il était là, on revenait, on était compact. Donc Grisou, il a ses qualités, vous le savez, tout le monde le sait. Donc encore une fois, touchez pas à mon Grisou. Voilà Juliette, et demain débute les 3e journées de cette Coupe du Monde. On aura dans le groupe A la rencontre entre l'Uruguay et la Russie et Arabie Saoudite face à Égypte. Il faut préciser que l'Arabie Saoudite et l'Égypte sont déjà éliminés, l'Uruguay et la Russie sont déjà qualifiés. Et dans le groupe B, Espagne-Maroc, suivi de Iran-Portugal. Dans ce groupe, le Portugal et l'Espagne vont se disputer la première place. Et donc demain, ce sera vraiment chaud. Merci Boris. Merci Juliette. Merci à vous tous de nous avoir suivis.